100 000 milliards. C'est à peu près le nombre d'étoiles qui existent dans notre galaxie, la Voie lactée. Mais si parfois nous nous sentons seuls, c'est oublier que c'est aussi le nombre de cellules qui composent le corps humain, un vaste complot qui nous maintient en vie. La cellule est un vrai modèle pour moi de ce qui se passe dans le vivant, à une échelle microscopique, mais à l'échelle humaine aussi. Quand Robert Hooke découvre en 1665 leur existence, il leur donne le nom latin de cellula, en référence aux petites chambres occupées par les moines dans les monastères. Car la cellule est ainsi l'unité biologique, structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres vivants, la plus petite unité vivante capable de se reproduire de façon autonome. Elle est composée d'un noyau qui contient l'ADN, tout en étant constituée d'une membrane contenant un liquide dans lequel se trouvent de nombreuses molécules qui préparent la fabrication de protéines, puis les raffinent, avant de sortir de la cellule pour aller participer à la vie du tissu. La cellule fabrique ainsi de l'énergie, fait circuler des informations et élimine les déchets pour le bien-être de notre corps. Donc on a une communauté de cellules dans le foie, dans le rein, dans le cœur, dans les poumons, dans nos tissus. Chacune des communautés n'a pas le même rôle. Même si nos cellules se ressemblent, elles font tout appel à notre ADN avant d'agir. Ce sont donc nos organes qui vont inviter une communauté de cellules à lire le grand livre de la génétique d'une manière unique afin de répondre à une fonction particulière. On a le même ADN partout, dans toutes nos cellules. Mais la partie du livre de l'ADN ne va pas être lue dans le foie, au même endroit que dans les reins, que dans l'estomac. Chacun va avoir un chapitre différent. Si on a une structure, c'est pour pouvoir développer une fonction. La structure, elle favorise la fonction, mais la fonction, elle régule la structure. Donc c'est une interdépendance structure-fonction. Chaque infime partie de notre organisme se dessine et prend une forme car elle a une raison d'être, un rôle précis ou prédéfini. Cette modélisation lui permet ainsi de réaliser sa nature profonde. On peut imaginer une cellule ronde avec de l'eau partout, des molécules partout, un cytosquelette pour maintenir la membrane telle qu'elle est, et il y a plein de constructions et déconstructions. Il y a des parties du cytosquelette qui vont se construire quand ça va être nécessaire, et quand c'est plus nécessaire, elles vont s'effondrer. Quand la fonction a eu lieu et que la fonction n'a plus besoin d'avoir lieu, une fonction particulière, eh bien elles se déconstruisent. Et en particulier les microtubules, c'est comme une autoroute fait de microtubulines qui sont des protéines, qui s'organisent comme quelque chose de très solide et très rigide, et pour transporter des vésicules. Eh bien, quand les vésicules ont atteint la partie externe de la membrane, eh ben, ça se déconstruit. C'est comme si nous, alors à notre échelle, on utilise un pont et on n'a plus besoin du pont, il s'effondre au fur et à mesure qu'on avance. La notion de s'effondrer après va permettre ce désordre de pouvoir passer à autre chose et recréer d'autres structures à d'autres endroits par rapport à la vie de la cellule elle-même. Tout bouge tout le temps, tout est en dynamique. La seule loi de l'univers qui ne soit pas soumise au changement est que tout change, tout est impermanent. Voilà ce que disait Bouddha il y a déjà 2500 ans. Ça veut dire qu'on passe d'un ordre à un désordre, un petit désordre à du chaos, c'est-à-dire plus rien n'existe, et tout est en potentiel pour se reformer à un autre moment quand c'est nécessaire. Et c'est grâce au chaos que toute la structure disparaît, qu'une autre structure peut se mettre en place. Si une cellule ne peut pas transmettre son potentiel, et si le génome il n'est pas intègre au programme de la cellule et du vivant, eh bien normalement la cellule n'est pas en mort cellulaire. En mort cellulaire. Construire une structure au service d'une fonction, puis déconstruire cette structure quand celle-ci n'est plus d'utilité, afin de reconstruire à nouveau. Voilà le propre du vivant. Une vision néanmoins universelle que l'on retrouve dans toutes les sagesses ancestrales, comme dans la tradition taoïste, où au-delà des influences du ciel, la nature exerce des forces cycliques reliées à nos vies humaines. Chaque heure, chaque journée, chaque année est donc intégrée dans un grand cycle de 180 années, composé de 9 petits cycles de 20 ans, formant aussi 3 autres cycles de 60 ans. À l'échelle de nos vies personnelles, le temps est réduit mais la comparaison est simple.
Si nous avons une vie exemplaire pendant la durée d'un cycle, nous nous transformons et nous allons vers l'idéal de nous-mêmes. Si nous faisons n'importe quoi, un jour, c'est le coup de vieux, et nous payons le cycle que nous avons mal géré. Et justement, sur ce grand calendrier, nos sociétés vivent actuellement la fin d'un cycle, une période de grande fatigue et de grande fragilité qui nous amène à faire le bilan, et qui peut ainsi induire de grandes turbulences pour les années à venir. On ne peut pas comparer ce cycle aux autres cycles, parce que ce cycle-là, c'est plus une fin d'un processus où l'être humain s'est laissé aller un petit peu. Notre destin pourrait alors prendre deux directions. Ou une évolution du monde dans le positif, ou un passage par le chaos, ou par vraiment les pertes de repères avant de retrouver sa voie. On a jusqu'à 2023 pour devenir raisonnable, et on a de 2024 à 2043 pour véritablement reconstruire une humanité avec de vraies valeurs. Une prédiction qui se recoupe avec de nombreux autres, comme celle de l'astrologue André Barbeau, qui démontre dans ses travaux que le coefficient de distance entre les planètes et le Soleil aurait une influence directe sur l'humanité. Ainsi, à chaque fois que les planètes au cycle long, comme Saturne, Uranus ou Neptune, se rapprochent, une fois tous les 5 siècles, l'humanité serait amenée à être bousculée pour prendre une nouvelle respiration. Un phénomène cyclique et interplanétaire dont le dernier a justement commencé dans les années 80. Et c'est sur une expertise similaire que l'astrologue a prédit une crise économique mondiale en 2020, date où ce qu'il appelle l'indice cyclique est au plus bas, une date où les perturbations cosmiques sont donc les plus fortes. Serait-ce le chaos que nous traversons en ce moment ? Dans le concept taoïste de la voie traditionnelle, on aime le chaos et on aime l'harmonie, mais on aime le chaos comme on le voit. Cette capacité que chaque changement nous surprenne et que même dans des situations du quotidien, on retrouve le nouveau dans l'ancien. Mais c'est pas négatif du tout, à partir du moment où on sait surfer sur les changements qui se présentent, non pas se retrouver roulé comme dans une vague. L'harmonie, c'est ce qu'on cherche, mais on le cherche toujours dans une vision de perfection, c'est-à-dire inatteignable. Je veux jamais être au top en fait, parce que si je suis au top, c'est que demain je descends. Donc je me projette toujours vers une perfection. Et l'harmonie, c'est ça. C'est cette recherche de cette perfection par une compréhension profonde des mécanismes de mon fonctionnement, des fonctionnements de l'autre, de notre interaction, du monde et du ciel. Le travail sur soi, c'est très très long, ça prend du temps, et les gens ont du mal aujourd'hui à prendre le temps pour évoluer. Si l'évolution de la société ne peut passer que par l'évolution de tous les individus, chercher à être heureux nous mettrait sur la route de nos aspirations et d'un travail spirituel indispensable. Apprendre à surfer avec le regard calme, au loin, telle serait la voie pour affronter les vagues. On a toujours été en crise. Cette crise qu'on vit en ce moment, elle est un petit peu plus compliquée dans le sens où on oublie d'être heureux. On ne peut pas changer ce qui est déjà en place, mais on peut faire en sorte que ce qui va arriver soit mieux. Que les gens qui peuvent prendre conscience de ça se disent oui, évidemment, ça fait flipper, je ne vais pas avoir de revenus, etc. Mais en quittant son travail et en faisant un travail qui plaît vraiment, sous une forme qui plaît vraiment, adaptée à sa vie de famille, sa vie personnelle, tout d'un coup, on a peut-être moins de choses au début, mais on est plus heureux. Et de là, on crée un dynamisme autour de soi, sa famille est plus heureuse. Cette famille plus heureuse va jouer sur les commerçants avec qui on interagit, les amis plus loin de la famille. Et d'un coup, on va avoir un groupe de gens plus heureux, qui vont s'inspirer les uns les autres.